Colloque donc le 10 mars au couvent Saint-François rue Marie-Rose. Un colloque historique, hein, c'est l'histoire. Hein, on est rentré, les frères sont arrivés en 1217, et bien on va essayer finalement de couvrir l'histoire de l'ordre et de leur présence en France depuis 1217 jusqu'à nos jours, avec des intervenants finalement assez différents. Hein, il y en a qui sont plutôt, je dirais, des gens en début de carrière, d'autres qui ont une longue carrière derrière eux de chercheurs. Il y a des femmes, il y a des hommes. Ce qui est remarqué, c'est qu'il n'y a pas de frères, mais c'est peut-être un appel pour qu'il y en ait plus tard, hein, des frères qui travaillent un peu toutes ces questions historiques. Je vais peut-être vous dérouler tout simplement le programme de ce colloque. On va commencer avec une chercheuse, je dirais, qui fait partie des nouvelle génération d'historiens s'intéressant au franciscanisme, Sophie Delmas. Sophie Delmas, on la connaît par un ouvrage, par sa thèse qu'elle avait publiée récemment donc aux éditions du Cerf sur Eustache de Paris, un universitaire, un peu un compagnon de Bonaventure. C'est une grande spécialiste de ce monde, de ce foisonnement intellectuel à Paris au XIIIe siècle. Et là, c'est elle qui va finalement traiter de la raison pour laquelle on est là, c'est-à-dire de l'arrivée des premiers frères en France. Hein. Tout le monde a entendu parler de ce frère pacifique, de Wesley, de Saint-Denis, et de ce frère pacifique qui monte jusqu'à Lens. J'espère qu'elle nous en dira, je souhaite qu'elle nous en dise davantage. J'attends avec impatience qu'elle nous en dise davantage. Alors ensuite, on passera, alors là, avec quelqu'un, à peine besoin de le présenter, tellement il a publié, et en particulier, moi je pense toujours à son grand livre sur Saint-François. C'est peut-être la meilleure biographie qu'on puisse conseiller aujourd'hui sur Saint-François. C'est André Vaucher, membre de l'Institut, qui continue à travailler et qui là va venir nous parler de deux de ses figures féminines favorites. C'est à la fois Colette de Corbie et Élisabeth de Hongrie. Alors, Colette de Corbie, il y a un colloque qui vient de se dérouler à Poligny autour de Colette, hein, André Vaucher l'a préfacé. Voilà, c'est à la fois sur Colette, mais c'est aussi sur toute la postérité, hein, ça c'est dit d'ailleurs dans le titre, la postérité de Colette jusqu'à nos jours, toutes ces moniales qui ont vécu comme Colette. Et puis à l'autre figure, c'est Élisabeth de Hongrie. Il se trouve qu'actuellement, André Vaucher est en train de terminer un volume de sources, un peu comme il y a eu les sources franciscaines, il y a les sources clariennes, et bien bientôt on aura les sources, je ne sais pas si on va les appeler élisabéthaines, mais sans doute, autour d'Élisabeth de Hongrie. Et espérons qu'il y ait d'autres, espérons qu'un jour il y ait des sources colétines, voilà, des travaux importants et qui servent de référence, hein, qui sont toujours consultés. On passera ensuite l'après-midi, c'est moi qui plancherai, hein, sur une question qui est finalement peu étudiée. Moi j'aime bien travailler sur les questions qui sont peu étudiées, sur la question des congrégations féminines franciscaines du tiers-ordre régulier en France au XIXe siècle. On assiste à ce moment-là à une espèce de foisonnement d'initiatives un peu dans tous les coins de France, et d'ailleurs dans tout le monde chrétien, de femmes qui veulent servir les pauvres, qui veulent être dans les hôpitaux, s'occuper des lépreux, etc., et qui se mettent sous la bannière franciscaine, finalement. C'est intéressant peut-être d'aller voir un peu plus près sur ces moniales, sur ces religieuses. Hein, et moi, j'essaierai de m'intéresser un peu à leur ancrage franciscain. En quoi, au tout début de leur existence, elles sont vraiment ancrées dans le franciscanisme. Voilà. Ensuite, on évoquera, on passera à des laïcs. Vous voyez, ce qui est intéressant dans ce colloque, c'est qu'à la fois on évoque les frères, on évoque les moniales, on évoque les moniales, les religieuses du tiers-ordre régulier, et puis ensuite, avec Didier Rance, on évoquera des figures de laïcs franciscains du 19e et 20e. On ignore, évidemment, on ne sait pas suffisamment, et c'est peut-être l'un des buts de ce colloque aussi, peut-être de raviver notre mémoire, hein, qu'il y a eu beaucoup, à toutes les époques, mais en particulier au 19e et au 20e siècle, de laïcs, d'hommes, de femmes, qui, s'engageant à la fois dans le tiers-ordre séculier, hein, aujourd'hui on appelle la fraternité séculière, en même temps ont été engagés dans le catholicisme social. Hein. On pense à Marius Gonin, on pense à Léon Harmel, toutes ces figures de gens qui ont travaillé
pour que l'ordre social dans nos pays, à la suite en particulier de ce qu'avait invité à faire Léon XIII, que notre ordre social soit davantage juste, eh ben, ces gens-là, ils étaient en même temps engagés dans des vies de fraternité. Hein. Alors Didier Rance connaît bien ce monde des séculiers, et c'est lui, rappelez-vous, qui avait écrit il y a quelques années un ouvrage sur John Bradburn, le vagabond, l'aventurier de Dieu, une figure assez extraordinaire, à la fois de quelqu'un de poète et qui s'est mis au service des plus pauvres en Afrique et qui a fini martyr. Voilà. Et donc Didier Rance nous parlera de toutes ces figures de laïcs au 19e et au 20e siècle. Et alors on terminera peut-être par le gros morceau, ou peut-être par la surprise du chef, hein, c'est-à-dire on reviendra vraiment en arrière avec Dominique Poirel et Jacques Dallarin. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, Jacques Dallarin a retrouvé une deuxième vie de Thomas de Celano, hein, celle qui est intermédiaire entre la première et celle qu'on va appeler maintenant la troisième. Hein, et il l'a retrouvée. Ça faisait longtemps, vous savez, que Jacques Dallarin avait dans l'idée qu'il y avait une deuxième vie. Hein, il l'avait déjà évoqué dans un ouvrage, vous savez, là, vers une résolution de la question franciscaine qui était paru chez Fayard, hein, la légende ombrienne. Voilà. Et ben, il a retrouvé l'ensemble de cette légende, de cette vie de Saint François, dans un petit manuscrit qui est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Et quand Jacques Dallarin a retrouvé ce petit manuscrit, il a prévenu tout de suite, il s'est dit, bah, il y a d'autres textes. Hein. Allons voir, allons chercher, qu'est-ce qu'il y a dans ces autres textes. Alors avec Dominique Poirel, qui est lui-même chercheur à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, tous les deux, et avec toute une équipe, je crois, ils se sont mis à travailler sur ce petit ensemble, ce tout petit manuscrit. Et je crois, j'en sais pas plus que vous, mais je crois qu'ils ont trouvé des sources, là encore, des textes franciscains très intéressants. Je crois que vraiment, rien que pour cette dernière intervention, le colloque mérite le détour, parce qu'il y aura du neuf. Hein, c'est ça ce qui est intéressant finalement, c'est un colloque. C'est que sur tous ces frères, depuis 1217 jusqu'à aujourd'hui, on peut dire du neuf. Il y a des choses que, si vous venez à ce colloque, eh bien, vous n'aurez pas entendu ou lu auparavant.